Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je le recevais en mars dernier, puis il nous entretenait sur la possibilité que l'Auto-Québec étende son offre de jeux sur Internet. Vous vous en souvenez sûrement, on en avait parlé. On avait parlé aussi des conséquences de ce geste-là. Alors, je le reçois aujourd'hui. Il vient nous parler de la vocation du Centre Normand. Alors, mesdames et messieurs, le directeur général du Centre Normand Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre-Michel Guay. M. Guay, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est un plaisir. Parce qu'on pense plus souvent qu'autrement, on pense que le jeu, la drogue, l'alcool, etc., c'est pas chez nous, ça. C'est pas en Abitibi-Témiscamingue, ça. Il n'y en a presque pas de ça. C'est dans les grands centres. Moi, après ma barre, j'aimerais juste savoir et regarder avec vous, suite à l'émission que l'on a fait en mars dernier, sur la possibilité que l'Auto-Québec étende son offre de jeux sur Internet. On avait dit que ce serait catastrophique. Et moi, je suis persuadé, puis je signe et je maintiens la position que j'ai prise sur ça. Je suis contre ça à 150%. On en avait parlé. Est-ce qu'actuellement, c'est sur Internet ou c'est sur le point d'être sur Internet ou on espère que ça ne sera pas sur Internet? Écoutez, la volonté de l'Auto-Québec de mettre les jeux en ligne sur Internet, elle est très ferme. Alors, à l'heure actuelle, je crois que ce n'est pas encore fait, mais c'est en voie de réalisation. Le gouvernement a accepté qu'un comité consultatif soit mis en place. Un comité consultatif qui est composé d'experts dans le milieu. Mais malheureusement, ce comité consultatif-là arrive après que la décision soit prise. Ça fait que ce n'est pas ça me fait encore... penser au BAP un petit peu, ça m'entre les Oui. OK. Non, mais c'est malheureux. C'est malheureux, là, parce que ce que vous dites là, c'est grave, ça, là. C'est grave, là. On le fait, mais venez nous dire que ça peut être bon ou pas bon. Venez nous dire qu'on aimerait mieux que ça ne soit pas fait, sauf qu'on le fait pareil. On s'est rendu là. Oui, et c'est rendu là. Et l'Auto-Québec a même, on a vu ça dans les journaux récemment, veut mettre les bingos en ligne. Alors, non seulement le projet il se poursuit, mais il s'étend, il prend de l'ampleur. Et c'est malheureux parce que les bingos, c'est une activité où les gens se rencontrent. Hein? C'est une activité sociale. Exactement. Oui, où il y a beaucoup de rencontres, où il y a beaucoup d'échanges entre les personnes. Et là, soudainement, ce jeu-là va devenir accessible, mais les gens n'auront plus l'occasion de se rencontrer. Ils vont jouer devant un ordinateur chez soi. Fait que non seulement la tentation de jouer plus d'argent peut être forte, mais ils vont perdre tout l'aspect de rencontre, qui était associé à cette forme d'activité. Parce que on en parlait, parce que là, on va venir tantôt sur le sujet, vraiment qu'on va parler du Centre Normand, mais j'aime ça faire un entrefilet sur ça quand même, parce que c'est très important de le faire. C'est qu'on avait parlé au mois de mars passé, c'est que la personne 2-3 heures du matin, n'aura plus à mettre ses petites bottes, son chapeau, puis s'en aller au casino ou s'en aller dans un établissement qui a des machines à poker, comme on dit. On va employer le vrai mot, là, des machines à poker. Il va s'en aller tout simplement sur son ordinateur, puis il va aller jouer. Exactement. Et c'est ce qui fait que ça peut encourager les comportements pathologiques. Parce qu'on sait que plus il y a d'accès aux jeux, par exemple, à Val-d'Or, c'est un des endroits où on retrouve le plus de machines à loterie vidéo. Plus il y a de ces machines-là, plus l'accès il est facile, plus les gens vont jouer. Et plus ça suscite le jeu pathologique. Donc, d'avoir accès facilement et rapidement aux jeux en ligne, ce ne sera pas une bonne chose. Puis notre ministre des Finances qui dit qu'avec ça, le gouvernement va aller chercher des millions. Ben oui, il va aller chercher des millions, je suis bien d'accord, mais il va en dépenser comment par en arrière pour donner à des centres normands comme vous avez pour exactement aller chercher cette personne-là chez elle, puis l'emmener au Centre Normand parce qu'elle a un fichu de problème. Donc, le gouvernement, sur un côté, va ramasser l'argent, mais il va en dépenser beaucoup sur l'autre côté pour aller essayer de guérir ces personnes-là. Il y a un problème, là.
il y a, on dirait, un manque de vision. C'est Oui, un je suis peu, d'accord c'est un avec peu vous. la même chose pour le tabac. À l'heure actuelle, on voit que l'accès au tabac est restreint. Oui. On ne voit plus les paquets de cigarettes Non, il faut que ce soit derrière caché. le comptoir. Il C'est faut que ça, ce oui. soit caché Oui, parce que oui. le gouvernement s'est aperçu que si tu facilites l'accès au tabac, mais c'est les soins de santé, Mais oui, c'est ça. c'est les coûts de Puis là, soins de on va santé qui ouvrir la augmentent. porte grande à l'Auto-Québec, puis il n'y a pas de problème, Ouais. on y va. Euh, L'intention du gouvernement de vouloir mettre ces jeux-là en ligne, c'est de renflouer les coffres. C'est pas une mauvaise intention. Surtout que c'est nos impôts, là, Mais renflouer les coffres, je pense qu'il y aurait une La façon. vision, Là. c'est la vision du fait qu'on va remplir les poches du gouvernement, mais quand on regarde, et la vision est, on remplit sur un côté, mais on vide sur l'autre parce Ouais. qu'on va aller chercher. Puis là, avec ça, il ne va pas se faire de cachette, Non. M. Normand, M. Guy, pardon, et vous serez d'accord avec moi. Là, on va assister à beaucoup plus à des divorces, séparations, etc. Ben, tous les C'est ce problèmes va qui arriver. suivent le jeu pathologique vont sûrement augmenter si l'offre de services augmente. Mais c'est ça, le fait d'offrir le jeu en ligne pour faire entrer de l'argent dans les coffres du gouvernement, ça cible une population qui est vulnérable. Oui, c'est exactement ça, oui. Puis ça, je suis d'accord avec vous, parce que la personne n'a pas toujours la possibilité de se rendre au casino pour aller jouer. Alors là, il va pouvoir y aller sur son ordinateur. Pardon, youp, il y a un petit problème, je pense, moi, là. En tout cas, on va essayer de ne pas se fâcher, c'est normal. Non, mais je suis contre ça à 150 %. Puis, M. Bachand, s'il vous plaît, il rentre de l'argent sur un côté, mais il va en sortir, puis il va en sortir, il va avoir des maladies, des divorces, des enfants qui vont être malheureux parce que le parent va être accro à l'ordi. Bon, regardez, je vois besoin de... Je pense que tout le monde comprend de tout ce les suites, Les conséquences. les conséquences de Oui. ça, qui peuvent être tout simplement désastreuses. Le Centre Normand, M. Gay, moi j'aimerais ça qu'on parle de sa mission. La mission du Centre Normand, tout d'abord, le Centre Normand, c'est un centre de réadaptation en dépendance. OK. Et la mission du Centre Normand, c'est d'offrir des services de réadaptation aux personnes qui ont des problèmes sévères de consommation d'alcool, de drogue ou de jeu. Alors, pour bien comprendre le Centre Normand, bon, les centres de réadaptation en dépendance, on n'est pas le seul, il y en a dans toutes les régions de la province. OK. Et on est regroupé en une association, l'Association des centres de réadaptation en dépendance. Les centres de réadaptation en dépendance, ils ont une mission particulière qui est la dépendance et ils s'inscrivent dans un continuum de services avec nos partenaires. OK. Nos partenaires, ce sont les C3S. Les C3S qui sont nés de la fusion des centres hospitaliers des CLSC et des CHSLD. Ça fait que ça se peut que dans le cours de l'entrevue, j'emploie le terme CLSC OK. plutôt que C'est C3S. Là, mais... beau. Non, quand même. Et on a aussi nos partenaires communautaires. Dans le continuum de services, ce qui est prévu, c'est que les gens qui n'ont jamais consulté au Centre Normand, qui croient qu'ils ont un problème de consommation d'alcool, de drogue ou de jeu, tout d'abord, ils vont cogner à la porte du CLSC. Et eux vont faire une première évaluation. Et pourquoi ils vont cogner à la porte du CLSC? Parce que les centres de réadaptation en dépendance, ils sont spécialisés et on prend seulement les gens qui ont un problème sévère. Alors, vous pouvez avoir un problème OK. qui est moins sévère ou un problème qui est en voie de le devenir, mais le CLSC, ils ont les intervenants, ils ont les compétences pour s'occuper de ces problèmes-là et surtout pour faire de la prévention. Parce qu'un des mandats du CLSC, c'est faire de la prévention. Et ils reçoivent des fonds à cet effet-là pour faire de la prévention en dépendance. Donc, vous venez cogner à la porte du CLSC, quelqu'un vous a fait penser, vous avez des problèmes, vous pensez que vous avez un problème de consommation d'alcool qui est problématique, vous allez au CLSC. Le CLSC vous fait une entrevue et dans cette entrevue-là, ils vont déterminer la sévérité de votre problème. Et cette sévérité-là, il existe des outils standardisés. C'est un test qu'on appelle le débat alcool. Ils vous font passer ça. C'est un test assez simple. C'est pas c'est pas 10 entrevues, là. OK. Parce qu'il faut que ça se fasse quand même assez rapidement. Ils vous font passer ça. Et si vous cotez rouge, vous venez chez nous. À ce moment-là, eux, ils nous réfèrent. Ils vous réfèrent chez nous. Juste une parenthèse, M. Gay, que j'avais ici comme question, mais je vais vous la poser de suite parce que là, vous venez de toucher déjà là, un point qui est
très, très important. Moi, j'avais comme question, faut-il qu'un client vous soit recommandé par un professionnel de la santé ou peut-il se présenter lui-même au Centre Normand? Si on suit le continuum de services, normalement, quelqu'un qui n'a jamais eu de service du Centre Normand devrait aller cogner à la porte du CLSC ou devrait être référé par un professionnel. Parce qu'il n'y a pas juste le CLSC qui nous réfère. Hein. Il y a le centre jeunesse, nos programmes jeunesse sont très importants. Il y a les centres jeunesse, les services correctionnels, hein, qui nous réfèrent des gens, les agents de probation. Les écoles aussi peuvent nous référer des étudiants. Mais vu qu'on est spécialisé, les gens qui n'ont jamais reçu de service doivent passer par le CLSC. Bon. Ça, cette manière de faire cette structure de service, elle a été déterminée lorsqu'il y a eu la fusion des C3S, puis lorsqu'il y a eu un peu la refonte de l'accessibilité aux services. L'esprit de cette refonte-là, c'était pour faciliter l'accès aux services. Parce que quand on est un établissement qui est spécialisé, c'est certain vu que le problème, il touche moins de personnes parce que c'est spécialisé. Le problème, il est important, mais il ne touche pas une masse. Là. Donc, on est un petit centre. Là. Un petit centre avec une mission pointue. Si tous les gens viennent cogner à notre porte, on va passer notre temps à répondre. Puis en répondant, on n'aura pas le temps de faire la cuisine en arrière. C'est vrai. Pour prendre cette image-là. Oui. Mais l'esprit de l'organisation des services, l'esprit de cette loi-là, c'est de faciliter l'accès et non pas de les compliquer. C'est certain qu'il y a des gens qui nous appellent, qui sont jamais venus consulter, qui veulent y aller directement. Puis là, il y a quelqu'un qui va prendre leur appel, puis qui va évaluer leurs problèmes là, au téléphone. Là. On va vous poser quelques simples questions là, pour être capable de vous cerner. Là, parce qu'on ne veut pas vous faire venir tout de suite. On veut que ça aille. Vous comprendre avant. Oui, on veut que ce soit efficient. Efficient, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit rapide. Il y a des gens qui vont téléphoner. Si au téléphone, c'est clair. C'est clair, écoutez, vous répondez à tous les critères, vous avez plein de problèmes. On ne vous enverra pas nécessairement au CLSC pour dire, bien là, retourne, là, ça prend absolument l'entrevue du CLSC. Le CLSC, c'est la porte d'entrée. Mais si au téléphone, vous nous dites, regarde, puis vous répondez à tous les critères. Porte de sa tête, bon, il répond aux critères. Il répond à nos critères pour être admis dans nos services. Bien, on ne prendra pas une approche fonctionnaire là, qui va dire, bien, ça nous prend absolument le papier qui est rempli. Donc, la personne, on va la recevoir. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des cas spécifiques, oui, mais qui sont quand même, c'est pas coutumier? Bien, écoutez, c'est pas coutumier. Nous autres, on transmet le message le plus possible que la porte d'entrée, c'est le CLSC. Et ce message-là est en général reçu. Mais il y a des gens qui nous appellent, puis nous autres, on a des systèmes de garde. Il y a des professionnels qui sont de garde pour répondre aux appels, prendre les demandes. Et dans les appels qu'ils reçoivent, des fois, ils orientent les gens vers un autre service. Parce que des fois, les gens, ils appellent, puis des fois, ils appellent, ils savent pas trop, ils font pas des fois la distinction Centre Normand, CLSC, etc. Fait qu'on les oriente, là. Mais la grosse majorité, je vous dirais, ils proviennent des intervenants. Mais quelqu'un qui se présente chez nous puis qui a vraiment tous les critères, on va le voir. C'est donc dire que la première porte d'entrée est le CLSC, mais que, mais non, j'aime pas dire ça, puis oui et non, mais vous pouvez en prendre directement, mais dans des cas exceptionnels, mais on demande aux gens surtout de ne pas appeler directement au Centre Normand, de passer par le CLSC. La voie normale. C'est comme quand vous vous faites opérer par un chirurgien, vous ne cognez pas à la porte directement du chirurgien. Absolument. Vous allez voir le médecin généraliste qui, lui, va éliminer tous les problèmes, puis va s'assurer que tout est fait avant la chirurgie, vous donner les bons médicaments, changer vos habitudes de vie, etc., etc. Fait qu'on peut voir ça comme ça, là. Et c'est le médecin traitant qui prend la décision. Toi, tu as besoin d'une chirurgie. Puis à ce moment-là. Exactement. C'est la même chose. OK, c'est la même chose. Moi, là, si on faisait un portrait rapide, M. Gay, en Abitibi, Témiscamingue, drogue, alcool, jeu, si on faisait un portrait là, assez rapide de ça, sans aller dans les chiffres extrêmes, là, mais quand même un portrait rapide. Oui, c'est intéressant de faire ces portraits-là parce qu'on voit où se situent les problématiques à l'heure actuelle.
Au niveau de l'alcool, bon, vous savez, il y a 3 catégories de consommateurs d'alcool. Hein. Il y a les buveurs, ce qu'on appelle les buveurs actuels, c'est-à-dire c'est les buveurs qui boivent un peu, comme probablement vous et moi, le vendredi soir, les buveurs sociaux, un verre de vin. C'est ça, exactement. Et ça ne nous pose pas de problème. C'est ça. Cette catégorie-là de buveurs, si on se compare au reste du Canada, c'est nous qui avons le plus haut taux. Probablement dû à notre sang latin, on aime le bon vin, on aime les bonnes choses. C'est bon, un bon vin aussi. Vous avez tout à fait raison. Ça, cette catégorie-là, on est les plus hauts. Il y a 2 autres catégories de buveurs, les consommateurs à risque et ceux qui ont une consommation élevée. La différence entre les deux, c'est que le consommateur à risque, lui, il va prendre 14 verres et plus en une semaine. C'est notre clientèle, ça. Okay. Et le consommateur élevé, lui, il va peut-être boire moins souvent, mais il va boire sec, là, le calage d'alcool, beaucoup en même temps. Ces 2 catégories-là, c'est notre clientèle. Dans ces catégories-là, là, au Québec, on en a moins que dans le reste du Canada. Donc, on est des gens, on boit plus socialement et la consommation à problème au Québec, elle est moins élevée que dans le reste du Canada. Maintenant, si on regarde en Abitibi, depuis quelques années, la proportion de consommation d'alcool, le pourcentage de consommation d'alcool est assez stable. C'est relativement stable. OK. Ça l'empire pas, ça se maintient. On stagne. Oui, on se maintient, c'est positif, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. On se maintient. OK. Ça, c'est bon signe. Là. Par rapport aux drogues, selon les données de 2002, hein, on a toujours des données quelques années après, parce que le temps que Statistique Canada fasse ses enquêtes et que Statistique Québec, etc., ça prend quelques années avant que les chiffres y se rendent. Puis ça se fait à peu près à tous les 5 ans, là, les grandes enquêtes. Selon les données de 2002, là, par rapport à la drogue, le Québec connaîtrait une consommation élevée de drogue. 17 par rapport au reste du Canada, qui serait de 13 Oh mon Dieu! Et il y aurait eu une augmentation entre 1994 et 2002. La consommation la plus courante, le cannabis. La drogue qui amène le plus d'hospitalisation, la cocaïne. Ça, c'est un peu comme ça aussi dans le reste du Canada. Et ce que les chiffres nous disent, et ce qui est plus inquiétant, c'est que la consommation commence de plus en plus jeune. Alors, 12-13 ans, première expérience avec la drogue. Et c'est pas des farces, parce que justement, ici, là, dans une des questions que j'ai, M. Guy, c'est que service de réadaptation aux adultes de plus de 18 ans et adolescents de 12 à 17 ans. Quand vous me dites qu'on commence de plus en plus jeune, on parle de 12-13 ans, là, c'est sérieux. Tout à fait. La clientèle jeune occupe de plus en plus, nous préoccupe de plus en plus. Vous avez sûrement dû entendre parler récemment, il y a des drogues, le salvia, qui est un extrait de la sauge, une plante. Je connais pas du tout. Et c'est pas couvert par la loi, ça. Le salvia, c'est une plante hallucinogène. Donc, la loi ne dit pas que c'est illégal. Donc, certains magasins, certains dépanneurs peuvent vendre ça. Et les jeunes, à cause d'Internet et de YouTube, il y a un aspect de performance et de compétition entre garçons ou entre garçons et filles pour dire hey, « moi j'ai fait ça, moi je vais essayer ça, le salvia, on se filme, on met ça sur YouTube ». Il y a une espèce de glorification. Et en même temps, il y a un aspect de banalisation de la consommation de drogue. Ce qui fait que les jeunes de 12-13 ans, si on compare à mon époque, moi j'ai 53 ans, quand j'étais jeune, il me semble que la drogue, là, on entendait parler, c'était jamais bon. Il n'y avait aucune glorification à ça. Présentement, il y a une banalisation puis une glorification à avoir des comportements extrêmes. Comme on voit les jackass qui font des choses extrêmes. Exactement. C'est extrême, oui. Et ça rentre dans la culture des jeunes et ça l'incite à faire des expériences. C'est bon de faire des expériences dans la vie, mais il y a des expériences qui sont plus mauvaises que d'autres. Puis, je n'ai rien contre YouTube, là, absolument rien contre ça, sauf que c'est un moyen, justement, on va envoyer ça sur YouTube, on va se faire montrer à la grandeur du monde. Ça, c'est pas compliqué. On en est rendu là. Oui, exactement. Et c'est malheureux parce qu'on peut trouver des choses horribles sur YouTube. Puis c'est comme si ça faisait partie de la culture. Donc, ça devient comme acceptable. Est-ce que
Oui, Juste je pense avant, que je oui, terminerai avec exactement, oui. le jeu. Excusez-moi, oui, c'est vrai qu'on est rendu Le au jeu, jeu, oui. qui est une problématique très importante pour nous. Le jeu, c'est encore récent hein, que les centres de réadaptation en dépendance offrent des services aux joueurs pathologiques. C'est depuis 2002. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, on offre ces services-là parce que l'Auto-Québec les finance. Alors, c'est le paradoxe hein, de l'Auto-Québec. Qu'est-ce que vous me dites là? L'Auto-Québec finance ça, puis là, ils vont mettre le jeu sur Internet, ils vont mettre... Puis d'un autre côté, ils nous envoient l'argent pour traiter les joueurs pathologiques. Yo, il y a un petit problème, je pense. Ça se peut-tu? Ben non, moi, là, je comprends pas pantoute, ou ben non, il y a vraiment un sérieux problème. C'est un peu comme l'Auto-Québec qui veut s'acheter une bonne conscience. Là. Ouais. Alors, on vend des gratteux, on vend des jeux en ligne, mais d'un autre côté, ça crée des problèmes chez certaines personnes. Et c'est pas une mauvaise mentalité chez l'Auto-Québec de dire, regardez, je crée quelque chose, ça vous pose un problème, je vais prendre de mon argent parce qu'ils font des profits. Là. Ben, je comprends, c'est sûr. Je vais prendre mon argent puis je vais en donner là. Au niveau, c'est pas une si mauvaise chose que ça, mais être en même temps celui qui fait jouer les gens puis en même temps celui qui donne l'argent, il y a un problème. C'est comme quand on annonce à la télé ou à la radio, peu importe, sur l'Auto-Québec, mais il faut être majeur, avoir 18 ans. On dirait que quand, là, ils ont dit ça, nous autres, on n'est plus responsable. Ça prend, on l'a dit, ça prend 18 ans. Ah oui, mais voyons donc, c'est rendu... Et vous savez, le jeu pathologique, là, ça touche 1% de la population. Ce 1%-là connaît des gros problèmes. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de jouer. Puis d'ailleurs, le jeu pathologique, c'est une maladie reconnue comme telle par l'Association des psychiatres. Ce n'est pas un vice. C'est une maladie. C'est une maladie reconnue. Oui, tout comme la dépendance, tout comme l'alcoolisme, c'est des maladies qui sont reconnues. Ils sont reconnues dans le DSM-4, qui est la Bible des psychiatres. Là. Donc, il y a des études très sérieuses qui ont été faites pour identifier les symptômes, puis vraiment identifier que ce n'était pas un penchant chez une personne. C'était une vraie maladie. 1% de la population est touchée. De plus en plus, les adolescents le sont. Et quand il y a un parent joueur dans la famille, on s'aperçoit qu'il y a plus que les jeunes dans la famille ont plus tendance à jouer. La personne qui connaît des problèmes de jeu, c'est parce qu'elle a des gros problèmes financièrement. Elle est absorbée par le jeu, elle ne peut pas s'empêcher de jouer, mais financièrement, là, il faut financer ça. Ben, c'est la famille, c'est le cadeau des enfants là, qui va être moins gros, ou il n'y en aura pas du tout, ou c'est la commande d'épicerie qui va être moins importante parce que ça prend de l'argent, ou c'est les dettes. Et ce n'est pas les banques qui prêtent pour jouer. Hein. C'est absolument des gens peu recommandables, avec des taux d'intérêt usuraires. Donc, il y a des gros problèmes. Là. Et si on regarde juste les chiffres de Val-d'Or, à Val-d'Or, c'est un des endroits au Québec où il y a le plus de machines à vidéo poker. J'ai plus le chiffre en tête exactement. Je pense que c'est une pour 350 personnes, alors que le reste de la province, c'est une pour 600 personnes. Okay. Alors, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps qui nous démontre que plus il y a de machines, des machines vidéo poker dans une ville, plus les gens jouent. Et à Val-d'Or, on a une grosse affluence de personnes qui ont des problèmes de jeu. Là, à peu près 6 mois, l'été passé, je faisais une entrevue où on avait invité, une entrevue pour l'Écho, on avait invité une de nos clientes à témoigner de façon anonyme. Et elle nous disait que quand elle finissait de travailler, elle allait jouer. Et que si elle regarde en arrière, puis qu'elle regarde sur les 10 ou 15 dernières années où elle a joué, le montant qui sont passés dans les machines, là, ben, elle a dit que ça équivaudrait à une hypothèque de maison. Oh mon Dieu Seigneur! Et il faut bien savoir, le jeu, là, les gens pensent qu'ils vont pouvoir contrer la machine puis qu'ils vont gagner. Oui, là. Je vais la battre, la machine. Non, mais c'est impossible. Là. Il y a des taux de retour. Pour chaque $ mis dedans, là, puis ça, c'est pas nous qui le dit, c'est le constructeur de la machine. Là. Ça, c'est sur le site de l'Auto-Québec. Là. Si vous allez voir les rapports de l'Auto-Québec, c'est documenté. Pour chaque $ mis, là, la machine, elle va te remettre quelque chose comme 50 sous, 70 sous. Là. Elle te remet ça. Mais tu as donné 30 sous à chaque fois, donc tu es nécessairement déficitaire. Exactement. Tout le temps. Fait que là, ça dit que si on résume ça en gros, M. Guy, là, c'est que l'Auto-Québec, société du gouvernement, qui veut mettre ça sur Internet, alors on va mettre ça sur Internet,
On va, après ça, les gens, on va les faire soigner. On va donner de l'argent au centre normand pour, bien là, le joueur, vous allez, il s'en va chez vous. Donc, vous allez soigner, on va vous donner de l'argent pour le soigner. C'est donc dire que, comme on disait si bien tantôt, que l'argent rentre ici, elle va ressortir ici, parce que, puis il va y avoir des déchirements de famille, il va y avoir tout ce qui se rattache à ça. Mais comme le Centre normand, est-ce qu'il y a des revendications que vous faites au ministère des Finances, au gouvernement en général? Est-ce qu'ils vous demandent votre avis avant de mettre ça sur Internet, des choses comme ça? Non, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Non, parce que vous allez dire non. Vous allez, non, il faut pas. Ils ne nous ont pas demandé notre avis et les revendications, on les fait via notre association. Okay. Parce que notre mandat, c'est de soigner les gens et on veut mettre toute notre énergie là-dedans, mais en même temps, on les soigne puis on voit un problème, donc on veut aller un petit peu plus loin. Donc, on le fait via notre association. Notre association, on paye pour être membre de notre association, donc elle peut dégager des ressources et elle a un rôle politique, notre association. C'est-à-dire que la directrice générale de notre association siège sur les commissions parlementaires et fait des représentations auprès du ministère en ce qui a trait au financement et aux problèmes que les membres de l'association peuvent vivre. Okay. Alors, c'est via eux qu'on fait nos revendications et c'est d'ailleurs notre association qui a obtenu la formation d'un comité consultatif pour conseiller le gouvernement sur la problématique du jeu et la problématique du jeu liée à la venue très prochaine des jeux en ligne. Fait que c'est donc dire que quand le gouvernement décide il n'y a plus rien à faire. Ou, tu sais, on ne se cachera pas, là, puis on ne dira pas, bien là, si on met nos priorités, on va dire au gouvernement que, tu sais, ça, comme vous disiez tantôt, là, le gouvernement décide. Après ça, il forme une commission, ou peu importe quoi, après, mais la décision est prise. Dites-moi n'importe quoi, mais on va le mettre en ligne, puis c'est aussi simple que ça. Je n'irai pas jusque-là. Le gouvernement, puis on le voit avec le gouvernement actuel, qui avait décidé de mettre une espèce de taxe santé reculée. Oui. Quand la population parle, à un moment donné, le gouvernement, c'est une démocratie, il n'a pas le choix d'écouter parce que dans 2-3 ans, on a une échéance. Parce que dans 2-3 ans, on a une échéance électorale. Oui, exactement. Donc, à un moment, il faut qu'il écoute les gens. Mais des fois, le gouvernement peut prendre des décisions qui sont basées sur des motifs purement financiers. Il y a une urgence financière. Puis je pense que c'est ça là, auquel est confrontée la province. Une urgence financière et taxer le tabac, mettre le jeu en ligne. Il y aurait bien d'autres choses qu'on pourrait taxer. Oui. Je suis d'accord avec vous. Avant d'aller dans ces choses-là. Monsieur Guy, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Avec une promesse formelle que vous allez me faire de revenir en 2011, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps, comme entre autres les valeurs fondamentales du Centre normand qu'on n'a pas eu le temps, les conditions défavorables à une admission. Il devient des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir. Donc, en 2011, on se revoit sûrement pour poursuivre cette entrevue-là. Et ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Bon,